Bonjour, j'ai voulu faire cette vidéo parce que parfois quand ça déborde, il faut que ça déborde, il faut que ça vienne. Je peux pas garder certaines choses pour moi comme cela arrive pour tout le monde, hein. À un moment donné, les choses, il faut qu'elles se disent, il faut qu'elles se racontent, il faut les communiquer. C'est trop important. Surtout que là, il s'agit de notre santé. Les malades potentiels ou réels que nous sommes, tous, sont dans la nécessité de ressentir une totale confiance envers nos médecins. Et les élites médicales sont évidemment censées pratiquer ce serment d'Hippocrate qui garantit l'intégrité de ces personnes surdiplômées qui veillent sur notre état de santé. Sinon, à qui pourrait-on accorder notre confiance dans cet ultime domaine qui concerne notre maintien en vie, tout simplement dans les meilleures conditions possibles? Si chacun de nous accorde en général toute sa confiance à son médecin généraliste et autres soignants auxquels les aléas de la vie nécessitent qu'ils interviennent pour nous soulager ou nous guérir des maux qui peuvent nous accabler, nous nous apercevons qu'au sommet de cette pyramide de médecins émérites se trouvent souvent en fait de véritables voyous qui se préoccupent davantage de leur propre enrichissement que de la promotion de remèdes efficaces pour nous soigner, en partenariat étroit avec des laboratoires qui sont essentiellement soucieux de leur réussite et de leur prospérité financière. Ils n'ont aucun scrupule à se faire littéralement acheter par ces groupes industriels jusqu'à taper dur sur des remèdes qui rapporteraient beaucoup moins d'argent, qui sont pourtant efficaces, et ce qui implique qu'ils tapent dur, tout aussi bien, sans aucune retenue, sur les promoteurs de ces remèdes efficaces, mais qui ne rapportent pas grand-chose, donc sur le plan financier. Tout cela, me dites-vous, ce sont des généralités, mais évidemment, la suite de mon propos va éclairer cette analyse par des exemples concrets et tout à fait liés à notre très grave actualité. Et puis, il y a un autre volet à examiner dans cette situation. Et je vais commencer par là, car ce volet est nécessairement lié à ce qui précède. Il y a plusieurs semaines, alors que la situation sanitaire générale s'améliorait vraiment, avec la régression spectaculaire des cas de Covid, j'ai pu réaliser l'analyse suivante. À mon avis, mais je pense que je ne suis pas tout seul, mais il faut le dire. Donc, ayant déjà prédit en plus que nous vivions une époque de transition majeure, due à l'énorme capacité productive installée sur la planète et qui se trouvait maintenant confrontée à une incapacité des marchés solvables de pouvoir absorber cette surproduction. Une crise mondiale de l'économie devenait inévitable, car notre système de fonctionnement à l'échelon planétaire repose essentiellement sur une croissance continue qui seule permet l'accumulation de plus-value au bénéfice des grands actionnaires qui sont les maîtres du monde. Donc le coronavirus, ou quelque chose d'autre, devait arriver, qui paralyserait complètement le système. Car cette situation critique de l'économie de marché entraînerait et entraînera une augmentation phénoménale du chômage et des non-réalisations indispensables à la population non liée à la rentabilité immédiate de l'argent investi. Comme cette crise systémique est toujours présente,
et que la pandémie est en régression, il faut continuer à terroriser les populations en leur prédisant un retour rapide de la maladie. Car en fait, ce sont les structures gouvernementales qui sont paniquées devant le flot de revendications, de mouvements sociaux inévitables qui vont se développer et qui se développent déjà depuis un certain moment, mais c'est loin d'être fini, et que les gouvernants, évidemment, vont essayer de contenir par tous les moyens à leur disposition. L'issue de cette confrontation est incertaine et marquera certainement une nouvelle ère dans le fonctionnement de nos sociétés. Cela va prendre beaucoup de temps, avec des rebondissements très chaotiques de très grande intensité. Une espèce de tsunami social qui va perdurer. Revenons à nos élites médicales, si vous le voulez bien, que j'ai qualifiées, oui, de corrompues, en expliquant pourquoi. Corrompues en particulier donc par les plus grands laboratoires, qui distribuent les remèdes les plus onéreux, bien sûr, ceux qui rapportent le plus d'argent, et qui font la loi sur le marché du médicament. En particulier, une firme qui s'appelle Gilead, un laboratoire américain peu connu, mais qui est un acteur majeur sur ce marché du médicament. Les révélations suivantes ont été publiées par le journal France Soir. Et cette publication n'a pas fait l'objet du moindre communiqué, à ma connaissance, de la part des chaînes télévisées, y compris celles spécialisées dans l'information continue, que je regarde pourtant beaucoup et avec intérêt, parce que il y a des commentateurs très affûtés qui interviennent utilement, mais apparemment il y a des informations majeures qui ne sont pas communiquées et communicables aux yeux des gestionnaires de ces chaînes. Alors, ils sont un certain nombre à puiser dans la mangeoire qui leur est proposée. Bien, alors on va s'intéresser aux principales personnalités concernées par cette curieuse situation, un dossier que j'ai donc sous les yeux et publié par France Soir. Alors la Palme d'Or, lit-on, revient au professeur François Raffi de Nantes. 541 729 €, dont 52 812 de chez Gilead. Est-ce un hasard si on nous apprend que le coup de téléphone anonyme pour menacer Didier Raoult, s'il persistait avec l'hydroxychloroquine, est parti du téléphone portable du service d'infectiologie du CHU de Nantes, dont François Raffi est chef de service. Sûrement une pure coïncidence. Passons au numéro 2. Il s'agit du professeur Jacques Rennes de Montpellier. 291 741 €, dont 48 006 € de Gilead et 64 493 d'Abvi, un autre laboratoire. Or, Jacques Rennes a été sollicité par Olivier Véran, pour piloter l'essai clinique du protocole Raoult à Montpellier,
alors qu'il est en même temps le coordinateur national de 2 études sur le remdesivir pour le compte de Gilead. Il n'avait sûrement pas eu le temps d'envoyer au ministre sa déclaration publique d'intérêt. Numéro 3, il s'agit de la professeure Karine Lacombe de Paris, Saint-Antoine. 212 209 €, dont 28 412 de Gilead. Elle est sur la dernière marche du podium, mais l'essentiel est d'y être. Il n'y a pas que le podium avec les ministres à Matignon. Numéro 4, il s'agit du professeur Michel Molina de Paris-Saint-Louis, 184 034 €, dont 26 950 € de Gilead et 22 864 d'Abvi. Or, Jean-Michel Molina est co-auteur d'un article publié dans Médecine et maladies infectieuses sur quelques cas pour dire que l'hydroxychloroquine ne marche pas. Médecine et maladies infectieuses est le journal officiel de la SPILF, Société de pathologie infectieuse de langue française. Ensuite, en numéro 5, on a le professeur Gilbert Deray de Paris, 160 649 €. Une belle somme pour un néphrologue qui est très présent sur les plateaux télé. Attention, le remdesivir peut être très toxique pour les reins. En numéro 6, il s'agit du professeur Jean-Paul Stahl de Grenoble, 100 358 €, dont 4 552 d'Abvi. À noter que cette somme n'a pas été déclarée. Or, Jean-Paul Stahl est rédacteur en chef du journal Médecine et maladies infectieuses. C'est lui qui a comparé le Plaquenil au papier toilette. En 7, le professeur Christian Chidiac de Lyon, 90 741 €, dont 16 563, de chez Gilead. Or, Christian Chidiac est président de la commission maladies transmissibles du Haut Conseil de la santé publique, qui a rendu le fameux avis interdisant l'hydroxychloroquine, sauf aux mourants, et demandant d'inclure les malades dans les essais officiels, donc Discovery. Son adjointe, la professeure Florence Adair, citée ci-dessous, est l'investigatrice principale de Discovery. Pure coïncidence. Alors à noter quand même que l'administration seulement aux mourants, ça n'a jamais été la prescription recommandée par le professeur Raoult. Tout le monde l'a entendu dire qu'au contraire, il s'agit d'administrer ce médicament au début de l'infection, quand elle commence à être diagnostiquée. Parce qu'à la fin, si on l'administre trop tard, ça n'a pas d'effet, ça ne ressemble à rien. On déforme complètement. C'est une honte. C'est une honte. En numéro 8, le professeur Bruno Owen de l'Institut Pasteur. 82 610 €, dont 52 012 de Gilead.
À noter que sur sa déclaration, il a noté n'avoir reçu que 1000 € de Gilead. Or, Bruno Owen a attaqué l'équipe de Marseille dans un courriel du 18 mars 2020 partagé avec tous les infectiologues. C'est à vomir tout ça. Enfin, on continue. Le numéro 9, professeur Pierre Tatevin de Rennes. 79 956 €, dont 15 028 € de Gilead. À noter que sur sa déclaration, comme son prédécesseur, il a noté n'avoir reçu que 1000 € de Gilead. Ça doit être le surmenage. Or, Pierre Tatevin est quand même président de la SPILF, cette société savante a attaqué l'hydroxychloroquine pour encourager les inclusions dans Discovery ainsi que dans les autres études par tirage au sort avec des groupes de patients non traités, études randomisées. Numéro 10, le professeur Vincent Lemoine de Montpellier, 68 435 €, dont 4 776 € de Gilead et 9 642 € d'Abvi. Or, Vincent Lemoine pilote, avec son patron Jacques Rennes, cité ci-dessus, l'essai clinique de Montpellier. Numéro 11, le docteur Alain Mackinson de Montpellier, 63 873 €, dont 15 054 € de Gilead. Or, Alain Mackinson participe à l'étude de Montpellier avec Jacques Rennes et Vincent Lemoine. Un beau trio, Montpellier est très bien représenté. En numéro 12, François-Xavier Lescure de Paris, Bichat, 28 929 €, dont 8 621 € de Gilead. Or, François-Xavier Lescure est l'adjoint de notre célèbre Yazdan Pana, qui est dans le conseil scientifique Covid-19. Il a publiquement critiqué l'équipe de Marseille pour discréditer l'hydroxychloroquine. Il est co-auteur de l'étude très contestable sur le remdesivir de Gilead, publiée dans le New England Journal of Medicine. Or, cette étude n'a aucune méthodologie. On pourrait continuer, je vais juste terminer par le numéro 13, la professeure Florence Adair de Lyon, seulement 11 842 €, dont 3 750 € de Gilead. Or, Florence Adair est l'investigatrice principale de l'essai officiel de Discovery. Voilà. Bon, alors je pense qu'on peut s'arrêter là pour le moment, mais c'est une triste histoire pour nous, les béotiens, qui faisons une confiance aveugle à ces grands professeurs qui sont les maîtres à penser de la médecine actuelle, qui est orientée, comme vous le voyez, vers le bien public. Voilà.